Donc, c'est vrai que j'oublie souvent de commencer par, entre guillemets, l'essentiel, de me présenter qui je suis. Donc, chez Loico, j'ai différents rôles. Je m'occupe de tout ce qui est l'organisation de nos événements qu'on fait pour nos clients et nos partenaires. Et je suis aussi la coordinatrice de l'équipe développement durable. On est une des premières entreprises certifiées Bicorp en Suisse et on fait pas mal sur ce sujet-là, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, qui est Loico? On est une entreprise de 110 collaborateurs, on fait 15 millions de chiffres d'affaires, on a une bonne égalité des genres, on gère plus de 600 clients dans différents domaines et on est content d'avoir passé le cap des plus de 100 points dans la certification Bicorp, qui est un label sur vraiment tout ce qui est en termes avec la durabilité. Du coup, c'est plus simple de vous montrer comme ça. Donc, Loico, on a un one-stop shop administratif pour les entreprises. Donc, ils externalisent chez nous différentes parties de leurs activités, notamment au niveau des assurances. On est aussi là pour tout ce qui est gestion des ressources humaines, au niveau de gestion de la paye, gestion des absences. On a aussi un service de comptabilité, fiscalité. On fait du risk management et un peu par opportunité, on a aussi créé toute une partie de conseil en stratégie et gouvernance et aussi une agence de marketing digital. Donc, on a des métiers très traditionnels et pourtant, on essaye vraiment d'innover à notre manière sur différents niveaux. Donc, la vision de Loico, elle est axée sur 3 axes au niveau de tout ce qui est durabilité, agilité et digitalisation. Aujourd'hui, je vais principalement vous parler de l'axe de l'agilité par rapport à notre structure organisationnelle. Et c'est clair qu'on est très conscient en termes de la réalité de la société d'aujourd'hui qu'on doit être actif sur la durabilité et la digitalisation. On a une grande partie de nos métiers qui vont tendre à disparaître aussi avec les intelligences artificielles, tout ce qui se passe. Donc on doit aussi innover là-dessus pour pouvoir être toujours là et être l'entreprise vraiment dans le futur. Loico, c'est une entreprise qui a grandi très vite. On a 9 ans, on a un niveau de croissance vraiment assez exponentiel et on a vraiment créé l'entreprise basée sur la confiance. Il y avait vraiment cette volonté de vouloir avoir une entreprise qui met l'humain au centre, où on part du principe qu'il n'y a pas besoin de donner un lieu de travail, des obligations d'horaire, des objectifs. On a depuis 9 ans aucun commerciaux, alors que dans nos domaines d'activité, souvent ça fonctionne comme ça. Et à un moment donné, quand on a grandi, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu des problèmes de communication, parfois certaines choses n'étaient pas claires, et puis plus on grandissait, il fallait quand même mettre une structure en place. Mais nous, dans cette réflexion-là, on s'est dit, mais on ne veut pas devenir une entreprise classique à mettre un organigramme qu'on connaît tous, avec un chef, des comités de direction et tout ça. On a voulu garder cet esprit intrapreneurial qu'on avait en interne et qui était pour nous clé aussi pour cette notion de plaisir au travail. Et on croit vraiment que si on fait confiance à l'humain, les choses vont être bien faites et qu'en gros, les décisions, elles doivent être aussi prises proches du terrain pour que ça fasse du sens. Mais on s'est rendu compte quand même qu'on avait ces défis organisationnels qu'on devait donc du coup rendre ça plus clair pour tout le monde, pour qu'il y ait un bon fonctionnement et si on voulait aussi continuer à grandir, que les choses soient bien déterminées. Donc en fait, on a choisi de créer la loïcocratie, qui est inspirée de l'holocratie pour ceux peut-être qui connaissent. Donc ça veut dire qu'on fonctionne en fait en cercle et on a vraiment 2 grosses équipes. On a trouvé très intéressant de travailler avec Peerdom, qui est une entreprise bernoise qui modélise tout ça pour vraiment pouvoir rendre ça plus concret déjà en interne et aussi parfois pour l'externe. Donc on a 2 grosses équipes. On a les équipes opérations qui vont faire tous les métiers qu'on fait pour nos métiers. Typiquement, il y a un cercle pour l'équipe assurance, il y a un cercle pour l'équipe payroll, il y a un cercle pour l'équipe marketing. Et là, vraiment, on a les petits ronds, vous voyez, ça va être des rôles spécifiques au niveau des métiers. Et après, on va avoir le gros cercle que vous voyez à l'extérieur, qui est le cercle support. Et au fait, aujourd'hui, pour nous, dans notre vision, on ne voulait pas qu'il y ait des chefs, vraiment dans ce modèle horizontal, parce qu'en fait, aujourd'hui, un chef, il a beaucoup de casquettes à avoir, et souvent, il y a des choses qu'il va bien faire et des choses qu'il va mal faire. Et pour nous, on s'est dit, mais dans les entreprises classiques, le seul moyen d'évoluer, c'est de devenir chef. Et parfois, un mauvais chef, ça fait vraiment détruire des équipes. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre au fait réfléchir aux différentes casquettes qu'un chef va avoir et donner ça à des personnes pour qu'ils aient des rôles. Donc ça veut dire qu'on a au fait dans chaque équipe opération des porteurs de rôle support. Donc ça veut dire que par exemple dans l'équipe marketing, il va y avoir quelqu'un qui va avoir le rôle qu'on appelle talent, qui est en lien avec tout ce qui est en lien avec les ressources humaines, donc il va être vraiment en charge du recrutement, la détermination des salaires. On va avoir un rôle finance, quelqu'un qui va s'occuper de faire tout ce qui est suivi du chiffre d'affaires, de la facturation aux clients.
On va avoir un rôle planification qui va vraiment coordonner la charge du travail dans les équipes, qui va aussi évaluer la répartition des clients, des projets. Et après, on a aussi voulu créer des rôles qui nous correspondaient par rapport à notre fonctionnement d'entreprise. Donc, on a par exemple créé un rôle développement durable, parce que pour nous, ça faisait quelque chose de clé dans notre organisation. On a créé des rôles event internes. On a aussi créé des rôles innovation. Enfin bref, du coup, tous ces rôles splittés. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que si je prends l'exemple de, par exemple, l'équipe développement durable que je coordonne, chaque équipe, au fait, chaque équipe a une raison d'être. Donc vraiment, le why, le pourquoi elle existe. Et ça, c'est quelque chose qui est déterminé avec tous les membres pour vraiment se rattacher sur quelque chose de concret. Et dans mon équipe développement durable, ici, il y aura tous les porteurs de rôles. Et au fait, les porteurs de rôle, donc c'est les personnes que vous voyez, elles viennent de chacune des équipes opérations différentes. Donc il y a quelqu'un de l'équipe assurance, il va y avoir quelqu'un de l'équipe payroll, il va y avoir quelqu'un de l'équipe risk management, etc. Et au fait, ce qui est hyper riche, c'est que du coup, je vais avoir une équipe qui est multidisciplinaire. Ça veut dire qu'ils ont la réalité des métiers du terrain et qu'on va prendre des décisions. On va prendre des décisions en lien avec ce qui se passe concrètement. Et c'est pas, par exemple, moi, avec seule ma casquette développement durable, qui va me dire, ouais, il faut qu'on fasse comme ça. Puis quand on va appliquer dans l'entreprise, ça fonctionne pas parce qu'en fait, on n'a pas tenu compte des réalités de chacun. Et ça me permet aussi, quand on prend une décision, on l'a connu, par exemple, on a eu un gros challenge quand on l'a fait avec notre plan de mobilité. Ça va permettre d'avoir des ambassadeurs dans les équipes pour expliquer pourquoi on prend une décision. Et du coup, le projet, il est porté avec plus d'écho et il a un meilleur rayonnement. Et ça, c'est assez fort d'avoir ce côté-là pour dire, oui, peut-être qu'on va supprimer les places de parc parce qu'on s'est engagé à être neutre en carbone d'ici 2030. Et si tout le monde vient en voiture au travail, on ne va pas y arriver. Et parfois, juste prendre le temps aux gens d'expliquer ça, ça permet de clarifier les choses. Et pour nous, c'était aussi un élément clé. Et ça permettait aussi, de nouveau, d'avoir ce côté de se rapprocher de la décision du terrain et de pouvoir faire remonter vraiment les décisions à tous les niveaux. Donc là, c'est un peu un exemple vraiment en zoom plus, mais c'est vrai qu'on a aussi dû adapter ça en fonction de notre structure de base. On est une entreprise classique, on fait des métiers classiques, et on est une SA, donc on a vraiment aussi un conseil d'administration, des actionnaires, et on a voulu aussi vraiment aller dans notre modèle très loin, en essayant de faire le lien entre le contexte légal et ce qu'on devait faire aussi en fonction de nos valeurs et ce qu'on voulait mettre en place. Donc, ça a marché ? Non, du coup, ça a peut-être marché. Ouais. Donc, on a vraiment revu notre gouvernance à différents niveaux pour rester assez concret et pas que je vous perde en route parce que ça peut vite devenir complexe, tout ça. On a différents niveaux on va dire quand même, de leadership parce que comparé à certaines structures basiques, on a quand même essayé de garder parfois aussi des rôles clés pour vraiment veiller à la raison d'être des équipes. Mais on a vraiment défini, quelles sont les responsabilités des actionnaires, quelles sont les responsabilités du conseil d'administration, quelles sont les responsabilités des coordinateurs support. Donc c'est les personnes qui ont une sorte de lead dans leur équipe, pareil au niveau des équipes opérations, et aussi vraiment un focus sur cette notion de coordinateur au sein de l'entreprise. Donc il y en a une vingtaine en fonction de nos différentes équipes, et là vraiment elles ont un rôle de s'assurer du leadership, aussi de la culture de l'entreprise, et c'était clé, parce que pour nous, de garder cette notion de coordinateur, il y en a qui pourront dire que c'est des chefs déguisés, mais quand on regarde vraiment leur autorité, ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'en fonction des porteurs de rôle dans les équipes, les porteurs de rôle ont l'autorité de prendre la décision. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un coordinateur dans l'équipe marketing and sales, donc il va avoir la vision globale de ce qu'on veut faire en termes de stratégie, sur tout ce qui est marketing and sales au niveau notre site internet, de la communication et des événements. Mais c'est moi qui vais avoir l'autorité sur, par exemple, le budget que je dois faire. Bien sûr qu'il va y avoir des rôles impactés dans certaines décisions, mais je n'ai pas besoin, si je décide de faire un événement, de lui demander l'autorisation. Je peux le faire. J'ai vraiment l'autorité et la liberté de le faire. Après, ça va aussi toujours, on va compter sur l'intelligence des personnes. On va dire que je ne vais pas dire, OK, je vais avoir 50 000 francs de budget, alors je vais faire une monstre fête et ça va servir à rien en termes d'impact. On croit vraiment que si on fait confiance aux gens, ils vont bien faire les choses parce qu'il y a un intérêt pour le collectif. Et c'est en faisant confiance aux gens, et on travaille aussi beaucoup sur cette notion de culture de l'erreur, parce qu'on ne peut pas donner le pouvoir aux gens si on ne leur laisse pas faire des erreurs. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment intéressant dans notre modèle et qui permet que ça fonctionne aussi bien. Et pour l'avoir testé plusieurs fois, d'être vraiment pas orienté sur qui a fait faux, mais vraiment trouver les solutions, c'est, je pense, aussi une clé de
réussite, même si je m'égare un peu dans mes slides là-dessus. Au niveau des défis et des avantages, pour nous, c'était intéressant de vraiment aussi suivre ça, parce que c'est clair que c'est un nouveau style de management. Et quand on l'a lancé, à un moment donné, il y a une prise de risque. On va dire qu'on ne peut pas maîtriser, que tout sera parfait. Enfin, il y a la littérature, mais à un moment donné, il faut vraiment le tester pour le vivre. Et du coup, dès le départ, on a voulu vraiment faire un peu un suivi. On a vraiment noté pas mal de bénéfices en interne. On a fait des sondages pour vraiment évaluer. On a aussi fait des workshops avec On avait à la base un comité de direction, donc on a aussi fait des entretiens avec eux pour voir comment ils géraient cette transition. On a fait aussi des suivis avec des personnes en interne pour vraiment voir comment elles le vivaient. Et c'était assez intéressant de voir que ce modèle, ça a permis d'avoir vraiment une plus grande transversalité dans les équipes, pour justement, comme il y a ces rôles support qui existent, il y a des gens des équipes opérations qui restent, et puis c'est pas juste un département qui va tout le temps rester entre. Ça permet aussi d'avoir ce côté où les gens se rencontrent. Il y a du coup plus d'implication, parce que quand j'ai un rôle, j'ai l'autorité de prendre les décisions. Je ne vais pas simplement me reposer sur mon chef, ou la décision qui va me tomber dessus, je ne peux pas dire « Ah, mais c'est mon chef qui a décidé ça ». Il faut d'un coup se responsabiliser, puis en fait se rendre compte que quand on va prendre une décision, ça peut générer des réactions chez les gens, puis aussi apprendre à générer tout ça. Et c'est intéressant de comprendre en fait les processus décisionnels qu'on ne comprend pas toujours dans les entreprises classiques, et on est assez vite lâche à dire « Non, mais en fait, c'est pas... je subis cette décision », alors que là, on la prend en fait, la décision. Et du coup, il y a différents aspects. Il y a aussi une meilleure visibilité dans la stratégie de l'entreprise. Alors, parfois, ça a certains avantages et des avantages et des inconvénients. Je reviendrai sur les inconvénients après par rapport à tout ça, mais c'était intéressant de partager ça avec vous. Et après, il y a vraiment des choses qui ont été améliorées sur les différents niveaux en termes de l'entreprise, aussi en termes des anciens chefs. Et ça, c'est aussi intéressant de voir que pour eux, ça leur a apporté une meilleure work-life balance. Donc, vraiment d'avoir cet équilibre qui est important. Et puis, c'est aussi cohérent, et c'était vraiment en lien avec ce qu'on souhaitait faire pour donner le pouvoir aux gens et pas juste avoir quelques personnes clés. Et aussi, le constat, souvent, quand on a dit qu'on allait faire ça, les gens nous ont un peu pris pour des fous. Et au fait, au final, ça marche. Comme toutes les entreprises, on a nos choses qui vont bien ou moins bien. Mais au fait, au final, on a réussi. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a fait cette transition et que ça se passe bien. Au niveau aussi des défis et des risques, il y a clairement un risque de surcharge et de surengagement. Les gens chez nous sont très investis. Donc, il faut aussi veiller à ne pas devenir une usine à burn-out, à essayer de parler d'écologie personnelle pour vraiment faire un bon suivi. On a vraiment aussi essayé de mettre en place des choses sur la gestion du temps de travail pour que les gens puissent bien planifier ça. Et puis vraiment créer aussi des espaces d'échange pour que les gens se sentent OK de dire « Écoute, là, j'ai trop avec mes différents rôles, ça ne va pas ». Et vraiment, surtout pas de dire que lâcher un rôle, c'est un échec. On veut une certaine liquidité aussi dans nos rôles, et c'est aussi pour ça qu'on veut faire ça dans notre modèle. Il y avait aussi un challenge, c'était au niveau du trop de leadership. C'est sûr que les personnes qui étaient dans l'ancien comité de direction, ils avaient du pouvoir, et c'est parfois pas évident de le lâcher. Et c'est aussi parfois certains réflexes. Et il y a certaines personnes qui ont une influence naturelle. Et parfois, pour elles, c'est pas évident de changer, parce qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, il faut leur faire des retours. Et puis parfois, leur dire, en fait, peut-être dans cette séance, tu as dit ça. En fait, tu n'avais pas vraiment l'autorité de le faire. Et ça, c'est aussi important. Ce qui revient à l'autre problème de pas assez de leadership, où du coup, parfois, les gens doivent vraiment prendre les décisions, les assumer. Et dans certains processus, par exemple, ce premier gros projet de plan de mobilité, on changeait certaines choses, il fallait être aligné. Et du coup, parfois, les décisions, elles prennent plus de temps, ou elles ne sont pas assez tranchées, parce qu'on a envie de plaire à tout le monde. Et au bout d'un moment, quand on doit prendre certaines décisions, en fait, on prend les moins pires. Mais c'est aussi dans ce processus qu'on se rend compte vraiment de ça. Et ça, bien sûr, il faut accompagner les gens, leur expliquer. Et ça vient en fait, avec le temps, et vraiment travailler sur cette culture d'entreprise pour aller là-dessus et améliorer ça au quotidien. J'espère que vous aurez compris le fonctionnement de la leucocratie, parce que c'est clair, ça peut vite être complexe. Et on pourrait aborder ça sous plein d'autres aspects pour aller plus en profondeur, mais ça vous donne un premier aperçu de comment on fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'on a des questions pour Marie ? Oui, on a Manon. J'avais une question par rapport à la culture du feedback.
comment est-ce que, moi, on m'a appris à donner du feedback, à faire des formations, etc. Et qui, du coup, donne des feedbacks à qui? Parce qu'il y a des espaces qui sont dédiés pour ça, parce que les responsables, ils ont souvent ce rôle-là, en fait, de donner du feedback positif, de motiver ou négatif parfois, malheureusement. Comment est-ce que vous avez mis en place ces espaces-là pour avoir des ressources pour son travail, en fait? Alors cette question, elle est abordée au départ. On a vraiment fait des formations pour expliquer aux gens comment donner du feedback, parce qu'un feedback peut clairement être très destructeur s'il est mal fait. Donc on a vraiment essayé d'accompagner les gens pour que s'ils donnent du feedback, ils parlent de leur ressenti et pas de l'accusation. Et on a essayé de faire des jeux de rôle pour que les gens comprennent vraiment ce processus-là. On a aussi un peu un canevas de base pour faire les feedbacks. On essaye de faire des feedbacks à tout, entre guillemets, 360 pour que tout le monde se sente à l'aise de faire un feedback à tout le monde. Après, c'est quand même une question stratégique dans l'entreprise. Donc là, il y a quelques semaines, on a eu une mise au vert vraiment des rôles coordinateurs. On a reparlé de ça parce qu'avec la pandémie, ça a été aussi un peu compliqué. On a vraiment du coup décidé que les rôles talents, ils ont aussi... chaque Loïcomate doit recevoir au moins 3 feedbacks par année, dont un du talent, du coup de la personne qui a un peu la fonction RH de l'entreprise, qui permet aussi de voir un peu toutes ces questions d'évolution de carrière, et aussi une personne d'un rôle de coordinateur, et il y a un troisième à chercher un peu spontanément. Au fait, initialement, dans le processus de base, on aurait voulu que les collaborateurs et les collaboratrices demandent du feedback spontanément. Ça a marché à très petite échelle, donc c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on a rajouté ce chiffre de au moins 3 feedbacks par année pour vraiment pouvoir faire ce suivi. Et on a vraiment aussi des espaces d'échange. Par exemple, nous, dans l'équipe marketing, on fait des cafés avec... on peut faire des cafés entre collègues pour vraiment échanger, savoir comment on se sent sur sa charge de travail, sur différents projets, s'il y a eu des tensions. On peut aussi avoir des cafés avec les coordinateurs. Et vraiment, le garde-fou, c'est que quand il y a des tensions dans des équipes, le rôle de coordinateur, il est aussi là pour être garant du raison d'être. Avec l'expérience, maintenant, on se rend compte que c'est quand même beaucoup de charges pour le coordinateur et que ce n'est pas inné chez tout le monde. Donc, on a aussi une personne de confiance et on travaille aussi avec on réfléchit à peut-être créer des rôles un peu de médiation pour les personnes qui veulent intervenir. Et dans les situations complexes, on a aussi en lien avec nos métiers, vu qu'on fait aussi la gestion des absences, on accompagne aussi des clients sur tout ce qui est risques psychosociaux. Donc on a vraiment aussi des coachs en interne avec qui on collabore qui peuvent être mis pour des situations très conflictuelles, qui ne sont pas faciles à gérer. Donc là, il y a 3 personnes, il y a 3 personnes qui donnent des feedbacks. Tu disais la 3e personne, est-ce que tu peux la choisir? Oui. Ah, c'est ça. Moi, je dois, entre guillemets, recevoir 3 feedbacks par année. Après, c'est OK. Et moi, là, par exemple, je suis coordinatrice de l'équipe développement durable. J'ai essayé de planifier pour faire... Les gens qui ont un rôle développement durable, c'est pas le rôle le plus significatif de leur temps de travail, mais je me suis dit, c'est quand même toujours intéressant d'échanger avec les gens parce que, déjà, je pense de prendre du temps avec eux, c'est motivant. D'entendre aussi pour moi ce qu'ils veulent faire, l'évolution de leur rôle, de voir si ils ont toujours envie de le porter, parce que comme on l'a dit, les rôles sont liquides, donc si quelqu'un me dit non, mais moi je me sens pas impliquée, je me sens pas à ma place dans ce rôle-là, c'est un rôle qui peut complètement être lâché. Les rôles opérationnels, c'est un peu plus compliqué parce que les gens, on les engage quand même pour leur rôle opérationnel à la base aussi, et ça représente quand même une majorité du temps de travail. Non, c'est au niveau responsabilité. Le fait que chacun a une place pour prendre une décision, c'est ça. Et donc ça fait qu'il n'y a pas eu de malentendu au départ, des gens qui hésitaient à prendre une décision parce qu'ils se demandaient si c'était leur champ d'activité ou pas. Alors, c'est clairement été un problème. Il y a toute une partie que je ne vous ai pas cachée, c'est qu'on parle de management horizontal, de liberté, mais tout ce qui est libre, parfois, peut être bien plus subjectif. Donc, on a quand même une constitution pour vraiment un peu définir notre fonctionnement. Et puis, au bout d'un moment, on a créé aussi une jurisprudence pour justement certaines décisions en disant qui a l'autorité sur cette décision, quels sont les rôles impactés et des précisions si nécessaire. Pour donner un exemple, il y a par exemple qui a l'autorité si demain je travaille aujourd'hui à Lausanne et je veux aller travailler à Genève. En fait, l'autorité, elle me revient à moi de choisir où je peux travailler, sauf que je dois contacter quand même le rôle impacté logistique pour savoir s'il y a de la place dans le bureau où je souhaite aller. Et puis, je dois aussi savoir au niveau planification si ça peut poser problème par rapport à des projets ou autres avec l'équipe. Et ça permet vraiment de responsabiliser les gens, de dire « Ok, je prends cette décision, mais est-ce que je dois consulter des personnes ?» Puis... en fonction aussi de
seniorité des personnes, elles vont dire ok, j'ai ce rôle, mais je suis assez junior, donc je pense que c'est bien que j'aille consulter des gens qui ont de l'expérience pour pouvoir peut-être prendre leurs conseils et voir comment je peux vraiment faire. Et c'est un travail à tout niveau, parce que je pense autant quand on accompagne des gens que quand on doit prendre des décisions, il faut encourager vraiment ce côté intrapreneurial. Puis au bout d'un moment, moi je dis aux gens de mon équipe développement durable, qu'est-ce que tu ferais? Et je suis là en support, mais c'est eux qui ont l'autorité et il faut vraiment pousser ça, parce que si on ne veut pas lâcher le contrôle, on ne va pas vraiment créer le bon terreau pour que, au bout d'un moment, ça fleurisse naturellement sans qu'on doit toujours être derrière les personnes, en fait. Donc ça fait qu'au final, même si on parle de structure horizontale, on garde quand même une certaine structure verticale, parce qu'il y a quand même un certain référent. On réfère un petit peu à quelqu'un, non? Non, après, c'est pas vu comme ça, parce qu'au fait, je pense que le 100% horizontal, il n'existera jamais forcément, parce qu'il y a des gens qui ont une influence naturelle. On a des fondateurs, quand ils sont dans des séances, ils ont tendance à prendre un peu plus de place, ils ont un charisme qui est là, et forcément qu'on se dit waouh, peut-être qu'ils savent mieux que nous. Mais après, je pense aussi, moi, pour ma part, parfois, si j'ai des séances où je me dis, il ne faut pas que je prenne tout ce qu'ils disent comme argent comptant, en fait. Et puis, j'ai l'autorité. Donc, après, aussi se dire, ok, peut-être je vais leur faire un feedback. À ce moment-là, ils ont peut-être usé de leur pouvoir un peu trop fort ou comme ça. Et je pense que si on regarde, je pense à toute échelle, d'avoir des gens qui ont plus d'expérience, c'est pas dire que c'est plus de hauteur, mais c'est vraiment juste plutôt voir ça comme de l'accompagnement pour donner des conseils aux personnes et pas juger le savoir comme du pouvoir, mais comme une ressource. On peut l'applaudir, oui. Merci beaucoup pour le partage.